Une hiérarchie et les grades qui vont avec sont établis, avec lors des cérémonies des couleurs de robes différentes. Klansman, simple membre du Ku Klux Klan, robe de couleur blanche traditionnelle. Nighthawk, responsable de la sécurité, robe de couleur noire. Chaplain, prêcheur, robe blanche avec une écharpe rouge. Exalted Cyclope ou Claverne, responsable d'une ville, robe noire avec une écharpe rouge et 4 chevrons rouges sur les manches. Plalif, assistant des Exalted Cyclopes ou leur second, robe de couleur or. Titan, responsable d'une large zone équivalent à un district, robe blanche et écharpe verte, et 4 chevrons verts sur les manches. Clude, responsable au-delà d'un certain nombre de clavernes, robe blanche et écharpe couleur pourpre et 4 chevrons pourpres sur les manches. Clagle, directeur des relations publiques et chargé du recrutement des chapelains et cyclopes, robe de couleur rouge. Grand Dragon, responsable d'un État équivalent à un gouverneur, robe de couleur verte. Impérial Vizard ou Grand Vizard, le rang le plus important du Ku Klux Klan, robe de couleur pourpre. L'Amérique en cagoule. Les candidats, toujours 100% américains, nés sur le sol des États-Unis, blancs, protestants, sont reçus de nuit, devant une haute croix enflammée qui éclaire un autel enveloppé dans la bannière étoilée, drapeau des États-Unis, et sur lequel repose une Bible ouverte et un poignard, lame nue. Là, entouré d'une multitude d'hommes encagoulés qui prient pour le salut de l'empereur, ils répondent à un interrogatoire puis prêtent serment. Souvenez-vous à tout moment, leur dit-on, que fidélité à la foi jurée est honneur, vie, félicité, mais que l'enfreindre signifiante, malheur et mort. Le grand cyclope les consacre avec un peu d'eau versée sur le front et les épaules tout en prononçant la formule « In mind, in body, in spirit and in life ». Intégrés au groupe des Klansmen, ils peuvent dès lors participer au crime des « vengeurs du droit ». L'apogée de l'empire de la haine. Dans les années 1920, le Ku Klux Klan est devenu une force politique et financière considérable. Un état-major bien structuré guide une armée de représentants qui quadrillent le pays, diffuse des libelles, organise des conférences, aide les clans locaux à se constituer. Les tribunaux secrets, les sanglantes chevauchées nocturnes, les incendies d'églises catholiques s'exportent bien au-delà des limites traditionnelles du Sud. Les adhésions se multiplient, la Gate City Manufacturing Co. livre en moyenne 600 costumes par jour et, vers 1925, le clan ne compte pas moins de 5 millions de membres répartis dans tout le pays. À la conquête de l'opinion. Le Ku Klux Klan devient alors une énorme machine financière qui enrichit ses membres dirigeants. Depuis l'heure à l'impériale d'Atlanta, l'empereur et ses comparses orchestrent la répartition des cotisations, sur $10, 4 vont aux recruteurs, 6 au siège du clan. En quelques années, les seuls frais de propagande s'élèvent à 35 millions de dollars. L'Amérique sera sauvée. Le clan sera le rédempteur qui la tirera de ce chaos, proclame Clark, grand ordonnateur du marketing de l'institution. Peu à peu, l'implantation politique du clan gagne du terrain, 11 gouverneurs et bon nombre de sénateurs sont initiés. Nouvellement installée à Washington, l'organisation fait une démonstration de force en faisant défiler 30 000 cavaliers dans les rues de la capitale fédérale. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses personnes tenteront de faire renaître une troisième fois le Ku Klux Klan, mais rien n'y fera. Il arrivera de temps à autre un regain d'activité de certains groupuscules lors d'événements tels que la loi contre la ségrégation dans les années 1950 et 1960. Certains groupes s'essaieront même à l'anticommunisme, mais rien n'y fait. Le Ku Klux Klan tel qu'il était auparavant, n'existe plus. En 1978, on comptait environ 10 000 membres, mais les effectifs sont en forte diminution depuis cette date. Le Ku Klux Klan est également associé avec d'autres mouvements de l'extrême droite américaine tels que Nation Aryenne, WASP, The Order, ou Post Comitatus. Le Ku Klux Klan existe aujourd'hui dans de nombreuses organisations toujours actives aux États-Unis, réparties à travers divers États ou répondant à des doctrines particulières. Certaines ne contiennent qu'une dizaine de membres, tandis que d'autres en sont de véritables organisations. Dans les années 1990,
On estime à 3000 le nombre de membres d'un groupe se référant au Ku Klux Klan. Mais un rapport national de l'Anti-Defamation Lab publié en février 2007 estime que ce nombre a augmenté depuis 2000. Il compterait actuellement 5000 à 8000 membres répartis dans 179 sections, et s'organise avec divers mouvements bonehead, skinhead nazis, dans des actions militantes, organisations de rassemblement, campagnes de recrutement, distribution de tracts et de pamphlets racistes. Les plus importants groupuscules sont Bayou Knight of the Ku Klux Klan, agissant dans le Texas, Oklahoma, Louisiane et d'autres zones du sud des États-Unis. Church of the American Knight of the Ku Klux Klan, Imperial Klan of America, Knight of the White Camellia, Knight of the Ku Klux Klan, dirigé par le directeur national Pasteur Thomas Robb, est basé à Zung dans l'Arkansas. Considérée comme la plus grande organisation portant le nom Ku Klux Klan aux États-Unis. Elle se considère elle-même comme la 6e zone du clan et continue d'être un groupe raciste. Un essaim de groupuscules néo-nazis toujours actifs. Pourtant, sous l'effet conjugué de nombreux procès, de scandales financiers et de dissensions internes, le Ku Klux Klan perd de sa crédibilité et s'affaiblit considérablement à la fin des années 1930. Après la Seconde Guerre mondiale, s'il a perdu un grand nombre d'adhérents, il jouit toutefois de la sympathie d'une partie des Américains dont la xénophobie est exacerbée par l'arrivée de nouveaux immigrants. Aux expéditions punitives désormais classiques viennent s'ajouter des attentats à la bombe, une centaine entre 1954 et 1966, dans les États de Géorgie, d'Alabama et du Mississippi, touchent les églises catholiques, des partisans de la lutte pour les droits civiques des Noirs, des responsables syndicaux. En 1966, le clan, qui compte encore près de 60 000 membres, est finalement interdit. Il entre dans la légende noire de l'Amérique, dénoncé en 1989 par le film d'Alan Parker, Mississippi Burning. Toutefois, des résurgences locales existent encore aujourd'hui sous la forme de groupuscules militarisés de type néo-nazi, essentiellement dans le Vieux Sud. Ces nouveaux agents de l'Empire invisible continuent l'œuvre de leurs funestes prédécesseurs dans un pays qui peine à se débarrasser de ses démons. Le credo de l'initié. Le Ku Klux Klan demande à ses initiés de prêter serment et de confesser le texte suivant, pastiche du credo: je crois en Dieu et en les principes de la religion chrétienne. Je crois à la séparation perpétuelle de l'Église et de l'État. Je crois que l'amour des Star and Strip, drapeau américain, vient aussitôt après l'amour de Dieu. Je crois à l'école libre et publique comme à la pierre angulaire de tout bon gouvernement. Je crois à l'ordre et à la loi. Je crois à la suprématie intégrale de la race blanche. Je crois à la nécessité de protéger la vertu féminine. Je crois à la nécessité de limiter l'immigration. Je crois que des rapports plus étroits doivent s'établir entre le capital et le travail. Je crois que mes droits d'Américain dans ce pays doivent l'emporter sur ceux des résidents étrangers. Au Canada. Bien que principalement présent aux États-Unis, le Ku Klux Klan s'est exporté au Canada, notamment au Saskatchewan. Il joue un rôle à la fin des années 1930, mais tout comme aux États-Unis, il devient anecdotique.